Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. La peur de l'autre et les moyens de la vaincre. L'humanité est composée de plus de 7 milliards de personnes qui semblent avoir quelques points communs. La bipédie, un mode de reproduction sexuée et quelques autres attitudes, notamment la peur de l'autre. Dans tous les pays, et de tout temps, il est fortement suggéré de se méfier de l'étranger. L'étranger au village, l'étranger à la famille, l'étranger au pays. D'ailleurs, la langue française le suggère elle-même, être étranger c'est être étrange aux yeux des autres. 7 milliards de personnes se considèrent comme normales, mais 7 milliards de personnes ont une grande propension à se méfier de l'autre qui est un type bizarre. D'ailleurs, là aussi, la langue française nous conduit à cette attitude. Le terme curieux est polysémique et nous suggère à la fois le sens de bizarre et le désir de savoir, et la Vox Populi nous enseigne que la curiosité est un vilain défaut, comme s'il était bizarre de vouloir apprendre. Dans ces conditions, si nous ne sommes pas poussés à apprendre l'autre, alors nous ne le connaîtrons pas et nous en aurons toujours peur. Depuis la nuit des temps, cette peur de la différence, cette peur de l'autre empoisonne la vie des hommes, suscite la méfiance, la défiance et finalement la haine. Or le nombre d'hommes qui peuplent la terre ne cesse de grandir, alors que la surface disponible, elle, ne grandit pas. Nous sommes donc appelés à partager toujours plus cette terre qui nous a nourris depuis la nuit des temps. Nous sommes contraints à vivre de plus en plus proches les uns des autres. C'est un simple constat géométrique qui nous conduit à proposer une autre lecture des comportements humains, de celle qui rapproche les hommes. Si les lectures traditionnelles, classiques, nous conduisent à avoir peur de l'autre, au point de vouloir l'éloigner pour que notre peur disparaisse, alors ces lectures sont incohérentes, inconséquentes, elles ne préparent pas le futur. L'essentialisation de la culture, les paramètres non négociables. Ce début du XXIe siècle voit perdurer une habitude ancienne, au point que plus personne ne semble en remarquer l'incongruité, celle qui consiste, sous prétexte d'études culturelles ou interculturelles, à lire les comportements humains à partir des paramètres identitaires que sont la nationalité, la religion, voire la couleur de peau. Ainsi, les Anglais seraient comme ceci, les Chinois comme cela, les chrétiens comme ceci, les musulmans comme cela, et les animistes autrement. Cette façon de décrire le réel comportemental paraît usuelle et suscite peu de critiques, alors que ses effets sont proprement dévastateurs. En effet, si les Chinois sont comme ceci, alors ils seront toujours comme ceci car ils ne cesseront jamais d'être Chinois, et si les Africains sont comme cela, alors ils seront toujours comme cela, car ils ne cesseront jamais d'être Africains. Si les musulmans sont comme ceci, alors ils ne cesseront jamais d'être comme ceci car ils ne cesseront jamais d'être musulmans. Sous couvert d'explications interculturelles se dissimule, très mal à nos yeux, une démarche pathétique et dangereuse. Pathétique car elle exige un niveau d'ignorance considérable. La culture serait le fruit de la nationalité. Or les nationalités sont récentes, et les cultures anciennes. De nombreux pays n'existent que depuis moins de 250 ans, l'Allemagne, l'Italie, les USA, d'autres depuis quelques dizaines d'années, l'Algérie, le Gabon, etc., certains depuis moins que cela encore, le Sud-Soudan apparaît en 2012. Rares sont ceux qui sont inscrits dans l'histoire longue, la France, la Chine, la Tunisie. Et cependant, nous n'hésitons pas à effacer ces écarts et à parler de la culture chinoise, en la comparant à la culture américaine. Dangereuse car elle fixe peu à peu des invariants implicites. Les comportements ainsi décrits et en quelque sorte justifiés ne peuvent pas changer. L'homme n'est pas susceptible de changer rapidement, facilement, de nationalité, de religion ou de couleur de peau. Alors il faut supporter l'autre dans son invariance, et c'est la porte ouverte à l'exaspération, à peine tempérée par un discours sur la tolérance. Ces méthodes de lecture de la diversité alimentent en fait la xénophobie, et finalement la violence. Il faut proposer autre chose. Une autre façon de lire la différence pour faciliter le dialogue, des paramètres universels et négociables. Si l'objet de notre quête est une lecture de la diversité culturelle qui rapproche les hommes, afin d'être en phase avec notre futur, alors il faut trouver des outils débarrassés des inconvénients que recèlent les outils classiques. Nous devons adosser les comportements des hommes à des paramètres universels et négociables. Universels pour être sûr qu'ils nous permettent de lire les comportements de tous les hommes, négociables pour qu'ils induisent la capacité des hommes à changer. Or qui peut nier que les hommes changent ?
Alors, les étudiants chinois que vous recevez dans votre business school, ils sont toujours aussi réservés? Eh bien non. Nous constatons qu'avec les années qui passent, ils changent de comportement. En arrivant en première année, ils sont très chinois, puis en quatrième année, ils se comportent quasiment comme des Français. Vous constatez la même chose au niveau des entreprises? Les cadres chinois d'aujourd'hui n'ont plus grand-chose à voir avec les cadres chinois d'il y a 20 ans, et pourtant ils sont toujours chinois. Si on accepte de prendre un peu de recul, un simple raisonnement permet de comprendre qu'il est possible de repenser complètement la lecture des comportements culturels en se basant sur le contexte perçu par les hommes et non sur le lieu. Le soleil se couche derrière les montagnes qui marquent l'horizon. Le couchant, Maghreb en arabe, Maroc finalement. Quand les Arabes sont arrivés dans la région, à la fin du 7e siècle, ils ont ainsi nommé la région, celle qui s'étend de ces montagnes jusqu'à l'océan Atlantique. Mais ici c'est encore l'Algérie. Mesheria. Les Ouled Sidi Cheikh en ont fait leur territoire. Ces nomades inscrits dans le vent des hauts plateaux sont très fiers de leur culture. Assis en tailleur devant sa caïma, sa tente en poil de chèvre et de chameau, l'un d'eux me sourit. Ici nous avons une spécificité culturelle. Nous avons un très grand respect pour les personnes âgées. 2 ans plus tard, et 2000 km plus au sud, c'est un chef de village Mossi qui nous accueille. Nous venons prendre des nouvelles d'un projet de développement centré sur l'aide à l'installation de jeunes agriculteurs. L'accueil est, comme toujours, très chaleureux et chacun nous vante les mérites et spécificités de sa culture. Ici nous avons une spécificité culturelle. Nous avons un très grand respect pour les personnes âgées. Plus tard, ailleurs, dans le centre de la Chine, à Warda en Inde, chez les Indiens Tupi-Guarani en Bolivie, partout nos interlocuteurs nous expliquent avec conviction. Ici nous avons une spécificité culturelle, nous avons un très grand respect pour les personnes âgées. Il est possible et fréquent d'en rester à cette lecture des comportements en s'appuyant sur la parole des intéressés. Mais il est aussi possible de faire 2 remarques. Cette spécificité est la même partout. En quoi s'agit-il d'une spécificité puisqu'elle se développe dans des pays différents, dans des contextes religieux différents, au sein de populations qui n'ont pas le même taux de mélanine dans la peau? Tous nos interlocuteurs ont une autre caractéristique commune, ils ne sont jamais sortis de chez eux. Comment peuvent-ils savoir qu'il s'agit d'une spécificité culturelle? Il convient donc de trouver un outil de lecture qui donne du sens à des comportements identiques, dans des lieux si éloignés les uns des autres. En fait, par-delà les différences visibles, un paramètre rapproche ces différentes populations. Elles font face à un milieu hostile où le droit à l'erreur n'est pas grand. Nous choisirons de nommer cela des contextes de précarité, et le droit à l'erreur devient alors notre premier paramètre, à la fois universel et négociable, qui va nous servir à lire certains comportements humains, indépendamment de la nationalité fût-elle d'origine, de la religion et de la couleur de peau. Il est universel car ce qu'il advient de celui ou de celle qui se trompe est une question universelle, négociable car cela peut changer dans le temps et dans l'espace. La formation, l'enseignement donnent aux hommes un plus grand droit à l'erreur. 2. Le droit à l'erreur, un ressenti. De la précarité à la sécurité, un rapport à la mort, au choix, à l'incertitude. Il nous semble que la notion de droit à l'erreur mérite d'être définie de façon plus précise. Que se passe-t-il lorsqu'une personne se trompe? Il y a une première hypothèse que nous prendrons comme point zéro dans notre raisonnement, elle meurt. Sur la base des observations menées dans près de 60 pays du monde, nous pouvons proposer une triple définition de la précarité. L'erreur est synonyme de mort. Les personnes n'ont pas le choix. Les personnes disposent d'une faible capacité à contrôler les incertitudes. Sur les hauts plateaux boliviens, ce délégué d'une ONG française s'impatiente. Il est là, à argumenter auprès de ces paysans qui l'encouragent et suit depuis 5 ans maintenant. Il a beau proposer de nombreuses idées, elles ne suscitent que peu d'enthousiasme. Il commence à douter de la bonne volonté de ses interlocuteurs. Mais doucement, son voisin de droite le ramène à la réalité contextuelle. Tu sais, on écoute ce que tu dis, mais si on te semble si prudent, c'est parce que nous, si on se trompe, on meurt. Cette triple approche peut également se lire simplement. Le rapport à la mort, le rapport au choix et le rapport à l'incertitude.
Le rapport à la mort définit une approche plus anthropologique, le rapport au choix une approche plus socio-économique, le rapport à l'incertitude rejoint des soucis d'ordre pédagogique. À l'autre bout du spectre du droit à l'erreur se trouvent les situations où tout est permis, où l'erreur n'a quasiment jamais d'issue fatale. Le directeur général de cette grande banque est tout de même un peu inquiet. L'année se termine mal, son établissement va annoncer une perte de plusieurs milliards d'euros. C'est embêtant. Le téléphone sonne à cet instant. C'est le président du conseil d'administration qui est au bout du fil. Comme prévu, vous toucherez cette année un bonus de 6 millions d'euros. Bravo. Il est alors possible de décrire les contextes de sécurité de 3 façons complémentaires. L'erreur n'entraîne pas la mort. Chacun dispose de choix nombreux. Les hommes disposent d'une forte capacité à contrôler les incertitudes. Pierre n'en croit pas ses yeux. Il vient d'obtenir un billet pour faire Paris-Lyon en train dans 1 mois et le billet comporte déjà l'heure de départ à la minute près. Et en plus, l'heure d'arrivée à Lyon-Part-Dieu figure également, à la minute près. Dans mon Cameroun natal, pense-t-il, nous ne savons même pas quel jour part le train. Quant à savoir son heure d'arrivée à destination. De la grande précarité, si je me trompe, je meurs, à la grande sécurité. Il y a 7 milliards de points, 7 milliards d'hommes qui à chaque instant de leur vie sont dans un contexte précis mais qui de surcroît peuvent se déplacer d'un côté à l'autre. Il y a d'abord la chronologie des étapes de la vie de chacun. Les premiers jours d'un nourrisson définissent un contexte précaire puis, en grandissant et en acquérant autonomie et formation, il se dirige vers un contexte plus sûr. Les derniers jours de la vie de chacun sont souvent le grand âge, un retour vers une forme de précarité. Mais chacun des 7 milliards d'êtres de la planète a sa propre trajectoire, et son voyage vers la sécurité est souvent entravé par la pauvreté, la misère, la guerre, la maladie, le chômage. Nombreux sont ceux qui pensent accéder à cette sécurité en quittant leur lieu de vie et en tentant leur chance ailleurs, les migrants. Le rapport à l'initiative. Suivant le contexte dans lequel l'homme évolue, son rapport à l'initiative ne sera pas le même. Dans un contexte très précaire, où l'erreur est synonyme de mort, elle sera assimilée à un risque. Certaines langues, comme l'aymara, langue vernaculaire de Bolivie, ne disposent que d'un mot pour désigner initiative et risque. Le sentiment de précarité rapproche donc l'initiative de la notion de risque. Il ne faut pas s'étonner si des personnes ou des groupes sociaux, confrontés à une grande précarité, semblent parfois hésiter avant de prendre l'une ou l'autre initiative. Ce n'est pas une raison suffisante pour décréter de façon générale que telle ou telle population en Afrique ou ailleurs est fataliste. On peut noter qu'il s'agit là du comportement collectif et il est parfaitement possible, même dans ce contexte, que l'individu prenne une initiative, même très dangereuse. Partir c'est mourir un peu, mais rester c'est mourir beaucoup, dit Felag, grand humoriste algérien. Par contre, dans un contexte où la mort semble lointaine, dans un contexte de sécurité, dans un monde où un président directeur général de banque, au vu d'un résultat catastrophique se comptant en milliards d'euros de pertes, se voit remercié avec bonus, retraite chapeau et autres golden parachutes, dans ce contexte il n'est pas étonnant que l'initiative puisse être valorisée, elle devient une opportunité. Chacun y va alors de son commentaire sur les vertus supposées de l'initiative, et c'est dans cette ambiance générale que les enfants sont élevés. Ils vont ensuite, devenus adultes, regarder le monde à travers cette petite lorgnette qu'ils confondent avec une vision objective du monde et des hommes. Responsable et pas coupable. La France est un pays connu pour sa capacité à conceptualiser. C'est ainsi qu'il y a quelques années une éminente responsable politique a théorisé la sécurité ultime, en revendiquant la rupture totale entre initiative et risque pour se défendre dans une affaire de droit commun. Elle fut la première à théoriser la sécurité absolue, responsable mais pas coupable. Cette expression, intraduisible dans aucune autre langue, définit parfaitement la posture de certains hauts personnages en France. Ils souhaitent être responsables de tout, mais coupables de rien quoi qu'il arrive. Nous n'avons pas fini de payer les effets délétères de cette expression. Car si l'on peut comprendre l'intérêt qu'il peut y avoir pour la personne concernée à faire un distinguo net entre la responsabilité morale et la responsabilité pénale, il faut voir à quel point cela suppose de vivre dans un monde ultra protégé.
L'employé de base d'une entreprise ne pourra jamais arguer d'une telle distinction pour s'exonérer des conséquences d'une faute. Doutons d'ailleurs que Madame Angela Merkel se reconnaisse dans ce genre de nuances. Quant aux paysans andins, une initiative et deux significations. Un échange, un projet, une ambition commun à deux personnes, deux groupes peuvent se heurter à cette différence. Le volontaire d'ONG, le cadre expatrié, le travailleur social mettent dans le mot initiative une valeur positive et valorisante. Le petit paysan indien, africain, l'opérateur sur une plateforme pétrolière, la mère de famille en difficulté dans une banlieue sensible y perçoivent un risque parfois considérable. L'usage d'une langue commune, fût-elle le Global English, n'arrangera rien dans ce domaine. Le risque est alors considérable de porter un jugement sur le fatalisme de l'autre, paysan ou migrant, mère de famille en difficulté sans domicile fixe, l'un de ceux que notre société laisse régulièrement sur le bord de la route car ils ne sont pas en mesure de se lancer dans une compétition dont on prétend qu'elle constitue l'alpha et l'oméga de l'organisation du monde. Des logiques sociales implicites, cohésion-compétition. Entre précarité et sécurité, ce sont deux visions du monde qui vont se comparer. Dans un contexte précaire, où l'erreur n'est donc pas permise, celui qui se trompe meurt, et donc celui qui ne meurt pas ne s'est pas trompé. Et à force de ne pas se tromper, il va donc vivre longtemps, vieillir. Il est logique que dans un contexte perçu comme précaire, les vieux soient systématiquement perçus comme sages, référence dont il faut s'inspirer. En arabe, le terme shibani désigne le vieux, le sage, celui qui a les cheveux blancs. En moré, la langue des Mossi au Burkina Faso, le terme Nkiema couvre le même champ. Mais cela n'a rien à voir avec le fait que les populations soient arabes ou burkinabées. Elles sont simplement confrontées à la précarité. Dans ce contexte, pour optimiser la probabilité de survie, il est bien logique de chercher à imiter celui qui a vécu le plus longtemps, le vieux. La logique implicite qui en découle peut se résumer ainsi : tu feras comme ton père. Il semble y avoir donc une relation forte entre le sentiment de précarité et la tendance à vouloir reproduire les pratiques éprouvées jusqu'alors. Ne serait-ce pas là l'origine des traditions ? Il est alors possible d'en donner une définition opératoire. Ensemble des dispositions qu'un groupe en milieu hostile prend pour éviter qu'une erreur individuelle ne mette en péril la survie du groupe. On comprend ainsi que les traditions soient d'autant plus fortes que le milieu est plus hostile, plus précaire. Et cette définition nous mène alors à un autre constat. En mission sur une plateforme pétrolière, là où des ingénieurs hautement qualifiés œuvrent pour nous fournir le fameux pétrole, sang de nos économies, nous avons eu la surprise de constater les précautions prises dès notre arrivée. Vous êtes affecté au canot de sauvetage D. Voici votre T-card. Veuillez la déposer sur le safety board. Je vous conduis à votre canot pour vous montrer sa localisation. Au pied de la torchère, dans le vacarme de l'usine de production d'électricité, une question naïve surgit. Ici, qu'avez-vous comme liberté d'initiative ? Ici, aucune. Mais comment faites-vous alors ? Ici, on respecte les procédures. C'est vrai, j'avais oublié. Quand il s'agit d'ingénieurs blancs, on appelle cela des procédures. L'ensemble des dispositions qu'un groupe en milieu hostile prend pour éviter qu'une erreur individuelle ne mette en péril la survie d'un groupe. Mais alors pourquoi des noms différents ? Les traditions pour les paysans, les procédures pour les ingénieurs ? Ne serait-ce pas pour éviter de penser que paysans et ingénieurs, en fait, fonctionnent de la même façon ? Ne serait-ce pas trop brutal d'être obligé de se rendre à l'évidence ? En fait, il n'y a qu'une seule humanité et mise devant un risque de mort, elle agit toujours de la même façon. Il y a là un exemple précis de la question du choix du vocabulaire pour justifier un a priori. Celui qui tient à marquer la différence entre paysans noirs et ingénieurs blancs mettra en avant le fait que la tradition est empirique et orale et que la procédure est expérimentale et écrite. Celui qui tient à rapprocher les hommes les uns des autres pour améliorer la cohésion sociale en faisant diminuer la peur, s'attache au fait que dans les deux cas, tradition et procédure, c'est la proximité de la mort qui donne la primauté au groupe sur l'individu. Dans le domaine de l'interculturel, les choix individuels ont une large place. Par contre, dans un contexte de sécurité, là où l'erreur est permise, la valorisation de l'initiative se fait très tôt de façon plus ou moins explicite.
La logique collective consiste à élever les enfants dans une sorte de principe implicite. Tu feras mieux que ton père. Elle imprègne tous les aspects de la vie quotidienne, jusqu'à devenir une sorte de leitmotiv que d'aucuns confondent alors avec une vérité universelle. Le lycéen paraît très content de lui. Il se dirige avec assurance et un grand sourire vers son père. Papa, je viens de recevoir... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.